C'est bon? C'est bon? Ouais. Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire mensuel. Donc, j'ai essayé de faire plus court que la dernière fois afin de vous raccourcir les délais de cette loi sur les finances qui est ô combien intéressante cette année, mais ô combien mouvante. Donc, je vous ai repris, pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, les slides que je vous avais présentés. Simplement, je vais vous préciser si c'était voté ou pas, parce que je vous rappelle que le mois dernier, ce n'était que des amendements qui étaient proposés, ce n'était pas forcément voté, c'était en cours de discussion. Donc là, ça a été discuté, loin s'en faut. Ça a été discuté précisément jusqu'à vendredi dernier, 22h30, heure à laquelle j'étais encore connecté devant mon PC pour suivre les amendements plus que significatif sur la branche immobilière que je vous ai mis. Je vous ai même fait une matrice, vous allez voir à la fin, c'est le dernier slide, j'ai gardé le meilleur pour la fin, sur ce qui s'est passé entre le statut de bailleur privé et le LMNP. Et je vous ai comparé les trois régimes, à savoir le bailleur privé dans l'ancien, le bailleur privé dans le neuf et le LMNP tel qu'il serait demain. Et bien sûr, les mesures qui sont arrivées entre-temps avec le rehaussement de la flat tax, parce que c'est issu du projet de loi des finances de la sécurité sociale. Juste avant de démarrer, que vous sachiez où on en est au Sénat depuis mercredi, depuis 2 jours. Donc l'Assemblée nationale a fini sa première lecture, ils ont renvoyé le bébé au Sénat. Le Sénat est en train de supprimer et modifier tout ce qui a été fait par l'Assemblée. C'est fort intéressant. Et ça remontera semaine prochaine, normalement, à l'Assemblée nationale, qui, elle, va sûrement remettre des amendements qui avaient été supprimés par le Sénat, bien sûr. Et on finira par la navette, parce qu'il y a des grandes chances qu'il y ait une navette entre le Sénat et l'Assemblée. Ça devrait arriver sur début décembre globalement. Voilà. Donc voilà à peu près où on en est dans l'avancée du projet. Donc je n'ai mis que les mesures fiscales patrimoniales, hormis une qui concerne le droit des sociétés, parce que vous êtes concerné directement ou indirectement par les véhicules juridiques que vous créez pour vos clients. Donc ça vous permet d'avoir un bon état des lieux, en tout cas aujourd'hui, sachant que tout ce que je vous dis pourra, encore une fois, être de nouveau modifié par le Sénat et remodifié par l'Assemblée, et pourra être légiféré par ordonnance, même si notre Premier ministre a annoncé hier qu'il ne toucherait pas aux ordonnances. Donc, on verra si ça suivra son cours. Alors, commençons par ce menu qui est fort gratiné cette année. Tout d'abord, l'IFI. Alors, l'IFI 2, parce qu'il portera le même nom, ne vous fiez pas à l'acronyme, parce que ça ne veut plus dire impôt sur la fortune immobilière, mais ça veut dire impôt sur la fortune improductive. Donc, ces amendements sont adoptés déjà depuis 3 semaines, pour le coup, ils n'ont pas bougé depuis. Je vous lis la proposition initiale qui consistait finalement, en gros, à revenir sur un espèce d'ISF. Quand on dit élargissement de l'assiette dans leur jargon, c'est qu'on élargit l'assiette taxable. L'idée, c'était d'y inclure toutes les liquidités, les placements financiers et l'assurance vie en dehors des unités de compte, parce que les unités de compte étaient considérées comme productives, qu'elles partent dans l'économie réelle pour des sociétés, alors que le fonds euro, alors on peut en débattre, le fonds euro qui pourtant finance le rachat de la dette française est considéré comme improductif dans le texte, ce qui est assez absurde, mais bon, c'est comme ça. Les actifs numériques étaient dedans, tout ce qui était voiture, yacht, objet de collection, mobilier meublant, ça doit vous rappeler l'ISF d'avant, était dedans. Et on avait, en revanche, on avait un allègement de l'assiette taxable, donc on avait une exonération de l'immobilier productif. Je dis bien on avait, parce que vous allez voir, ça n'a pas duré longtemps. C'est sous-entendu des biens que vous mettiez, immobiliers bien sûr, que vous mettiez en location, en respectant certains critères, entre autres un loyer qui était plafonné, donc des loyers intermédiaires, des conditions de ressources de revenus et des conditions évidemment, là ça vient de la gauche, de performance énergétique. Donc seuls les biens de A à D, les feuilles de lettres des performances énergétiques, étaient éligibles à cette exonération. Ça c'est dans l'amendement premier. Donc on était assez contents, parce que ça voulait dire en gros, on élargissait l'assiette, donc les liquidités rentraient dedans, les biens somptuaires étaient dedans, mais une partie des biens immobiliers locatifs productifs n'était plus dedans, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Et le seuil de taxation était relevé de 1,3 million, le seuil qu'on a aujourd'hui, comme vous le savez, qui est rétroactif à 800 000. Vous savez, quand on franchit 1,3 million, on est rétroactif à 800 000 en matière d'IFI, telle que c'est la version 2025. Ce seuil passait à 2 millions, mais passait à 2 millions avec un taux unique de 1%. Donc, exit le taux à 0,5, mais excite les taux supplémentaires à 1,25, 1,50. Au bout du compte, cet amendement est passé, mais a été sous-amendé. Et ce qui compte, c'est que c'est le package dans l'ensemble. Donc l'amendement, il est sous-amendement. Et au bout du compte, le seuil, au final, ne passe pas à 2 millions, mais reste à 1,3 million pour éviter l'effet de perte de collecte de l'impôt sur les 700 000 euros de base taxable qui étaient supprimés. Donc on revient sur 1,3 million. La résidence principale est toujours exonérée. Alors, ce n'était pas dans le premier amendement, vous l'avez remarqué, mais elle est exonérée jusqu'à hauteur de 1 million d'euros.
Donc ça veut dire qu'on n'a plus d'histoire d'avoir un abattement sur la résidence principale sur un montant qui était illimité. Là, la résidence principale reste exonérée, mais jusqu'à hauteur d'1 million d'euros. Donc toute taxation, toute valorisation au-delà d'1 million d'euros sera taxée, y compris la résidence principale. Au niveau de l'immobilier locatif, suppression de l'exonération de l'immobilier locatif productif, donc qui reste intégralement taxé. Et les assurances vie avec les unités de compte, donc les sous-amendements visent à inclure les unités de compte et à maintenir du barème progressif, ont été rejetés. Donc en gros, je vous résume, ça veut dire que dans l'état actuel de ce qui est voté, on aurait un impôt sur la fortune improductive beaucoup plus large qui inclurait toutes les liquidités indépendamment des contrats d'assurance vie pour la partie unité de compte, mais les fonds euros sont taxés. Tout ce qui est immobilier, même le locatif, est dans l'assiette. Donc comme à aujourd'hui finalement, donc ça ne change rien. On reste sur une assiette taxable de déclenchement à 1,3 million et non pas à 2 millions. Et on resterait, pour le coup, parce qu'il n'y a pas eu de modification de ces sous-amendements, sur un taux fixe et unique de 1%. Donc on aurait pu les 0,5, on serait taxé directement à 1, mais on aurait pu les 1,25 et les 1,50. Et tout ce qui est bateau, etc., serait dedans aussi. Voilà. Donc, si vous faites le cumul de l'amendement du côté gauche de mon écran et les sous-amendements du côté droit, ça nous donnerait globalement un retour à l'ISF, qu'on se le dise. Voilà. Ça, c'est voté. Hein. C'est une mesure qui est votée par l'Assemblée, qui est en train d'être revue par le Sénat et qui peut encore être modifiée dans la deuxième lecture de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est passé. Donc, c'est un retour à l'ISF, en clair. Voilà. Donc, dans les assurances vie, retenez par contre, en revanche, que les unités de compte ne sont pas dedans. Hein, tout ce qui est assurance vie productive, donc unités de compte ne sont pas dedans, mais les fonds euros, oui. Donc pour ceux qui font beaucoup de fonds euros, sachez que vos clients seraient taxables demain. Est-ce que vous avez des questions sur ce slide, sur ce premier coup de massue qui est voté à l'heure actuelle déjà, avant que je passe aux autres mesures, qui sont plus ou moins intéressantes aussi, pour le coup, plus intéressantes. Est-ce que c'est plutôt clair? Sachant que je vous les ai simplifiés, hein, parce que dans les sous-amendements, il y en avait 10. Hein. Donc je vous ai mis l'essentiel. Je continue. Réforme de l'apport-cession pour les holdings. Alors, je vous rappelle ce que c'est que l'apport-cession pour les holdings. Jusqu'ici, pour vos clients, dirigeants d'entreprise qui avaient des sociétés pour lesquelles ils comptaient les céder quand elles les vendent, des filiales, avant de les vendre, souvent quand c'était fait à la dernière minute, ce qui était souvent le cas, on doit valoriser les filiales, les apporter une holding, et c'est la holding qui vend les titres. Donc, résultat des courses, vos clients vendaient. C'est pas eux qui vendaient, c'est la holding qui vendait, et plus directement. Donc, ils ne touchaient pas le cash directement, mais c'est les holdings qui les touchaient. Donc, on appelle ça les cash box, hein, finalement. Et s'ils sortaient des holdings, bon, certes, ils avaient la flat tax à 30%, mais s'ils ne sortaient pas des holdings, ils pouvaient faire travailler ces liquidités, réinvestir dans de l'immobilier, productif ou improductif, réinvestir dans des placements financiers, dans des contrats de capitalisation, dans du private equity, enfin, tout ce que vous savez faire, que vous faites très bien. Et le fait est que de faire de l'apport-cession, ça veut dire je valorise, je vais un exemple, une filiale qui vaut 1 million d'euros, je l'apporte à une holding et je la vends pour 1 million d'euros dans la holding, ça revenait à dire que ma plus-value était taxée à zéro. Pourquoi taxée à zéro? Parce que dans ma holding, je vends pour la valeur à laquelle je vais essayer donc 1 million d'euros, mais mon coût de revient dans ma holding, c'est la valeur à laquelle j'ai apporté mes titres. Sauf que si mes titres, j'ai apporté pour 1 million d'euros à J-1 ou M-1, donc 2 ou 3 mois avant la cession, c'est ce qui souvent est le cas, et bien du coup, j'ai 1 million de prix de vente, moins 1 million de coût de revient, ce qui me fait une taxation de 0 euros. D'accord? Ça, c'est la magie, entre guillemets, du régime de l'apport-cession, sauf que l'État vous disait, en tout cas jusqu'ici, alors attention, si vous n'avez pas respecté 3 ans de délai de détention entre l'apport de ma filiale à ma holding et la cession de ma filiale dans la holding, vous devez, pour éviter de payer le report d'imposition, réinvestir 60% du prix de vente dans des actifs éligibles. Et les actifs éligibles, il n'y en avait pas 50. C'était soit investir dans des sociétés productives, donc dans une vraie activité économique, soit dans des fonds que vous proposez sûrement, qui sont des fonds FCPR éligibles aux 150 OBTR. 150 OBTR, c'est l'article du report d'imposition. Donc, vous avez plein de fonds maintenant en private equity qui sont éligibles 150 OBTR, ce qui vous permettait d'optimiser la fiscalité de cession des filiales de vos clients et puis d'aller leur proposer un réinvestissement dans ces fonds qui étaient éligibles, donc à hauteur de 60%. Voilà, ça c'est pour rappel ce qui existe à aujourd'hui avant cette loi sur les finances 2026. Qu'est-ce que change cette loi sur les finances 2026? Tout simplement, le seuil de réinvestissement, si vous n'avez pas respecté ce délai de 3 ans, ne sera plus de 60%, mais de 80% du produit de la vente. Et je dis bien du produit de la vente, hein, ce n'est pas la plus-value. Là, j'ai pris un exemple qui était simpliste. Je vous ai dit qu'on apportait pour 1 million, qu'on vendait pour 1 million. Maintenant, imaginons que vous avez un client qui, lui, a fait la holding, mais 2 ans plus tôt. Donc, il n'est toujours pas dans le délai des 3 ans. Hein. Il n'a pas respecté les 3 ans. Et il a apporté pour 1 million. Il se trouve que 2 ans après, quand il vend 1,2 million. Donc, lui, au final, on est bien d'accord qu'il
il a un prix de cession de 1,2 million, mais sa nouvelle plus-value dans la holding, elle est de 200 000. 1 million apporté et 1,2 million vendu. Donc ça fait 200 000 euros de delta. Le réinvestissement, ce n'est pas sur les 200 000 euros de delta, hein, c'est bien sur les 1,2 million. Donc c'est sur la totalité du prix de vente. Précision fort utile et importante parce que si vous avez des grosses culbutes entre l'apport et la cession, eh ben, du coup, c'est quand même le prix de cession qui est réinvesti. Ce n'est pas simplement la plus-value. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que ça change? Vous devez réinvestir plus 60 et 80%. Et le délai, ça c'est la contrepartie qui est positive, pour réinvestir, jusqu'ici était de 2 ans. Vous aviez, quand vous réinvestissiez vos 60%, vous n'aviez que 2 ans pour le faire. Là, vous aurez jusqu'à 5 ans, ce qui est un peu logique parce que vous devez investir une somme plus conséquente, donc il vous faut plus de temps pour trouver les actifs éligibles. Précision, c'est 80% que vous devez réinvestir, c'est pas inscrit dans le texte, mais je vous le dis, puisque c'est déjà dans le BOFIP pas aujourd'hui, vous pouvez les éclater. Vous pouvez réinvestir dans, par exemple, un FCPR éligible 150 OBTR numéro 1. Dans un numéro 2, dans un numéro 3, éclater votre somme d'argent. Et votre client, s'il a des velléités de rester actif et racheter une société ou créer une société dans laquelle il va encore travailler un peu, ben, il peut réinvestir une partie dedans aussi. Vous pourriez faire du 30%, 30%, 30%, 25, 25, 25, etc. OK. Sanctions proportionnelles, ça c'est plutôt positif pour le coup. À aujourd'hui, je vous le fais en cours, vous vendez donc vous avez 1 million d'euros de vendus et vous aviez 2 ans pour réinvestir donc ce million d'euros. Il se trouve qu'au bout de 2 ans, vous avez réinvesti malheureusement que 900 000. D'accord? Donc 90% de la somme. Le fait de réinvestir que 90% de la somme au bout de 2 ans à aujourd'hui, en 2025, vous êtes taxé sur 100% du report d'imposition. Ça veut dire que vous êtes loupé pour 10%, même pour 1%. Hein, vous avez réinvesti 99, je vais à l'extrême. Et bien pour 1%, le report d'imposition tombe à 100%. Ça, c'est à aujourd'hui. À demain, comme le montant est plus significatif, ils ont introduit une proportionnalité du report d'imposition, donc de la taxation. Et si par exemple, au bout des 5 ans, vu que demain ça sera 5 ans, vous n'avez réinvesti que 50%, eh bien le report d'imposition ne tombe que pour 50%. Donc, les autres 50% que vous avez bien réinvestis, vous ne payez pas d'impôt dessus. Ça, c'est plutôt favorable. Et j'ai envie de vous dire, c'est même plutôt constitutionnel. C'est même étonnant qu'à aujourd'hui, cette mesure n'ait pas été retoquée par le Conseil constitutionnel, parce que c'est absurde de vous faire payer une imposition sur des sommes que vous avez réinvesties qui ne sont pas liquides. Ça n'engage que moi. Transmission, report, décès, ça c'est la mesure la plus impactante, pour le coup, je trouve, la plus dommageable pour nos clients. À aujourd'hui, ce 150 OBTR, donc cet apport cession, fait que vous pouvez transmettre ce report d'imposition à vos enfants, et vos enfants, une fois qu'ils ont hérité, le report d'imposition tombe. Ça veut dire que vous transmettez les parts de votre holding avec tout ce qu'il y a dedans, et vous faites disparaître le report d'imposition à vos enfants. Donc c'est un énorme outil transmissif. Ça c'est à aujourd'hui. Eh bien, demain, ça sera fini. Ça veut dire que le report d'imposition restera sur la tête de vos enfants. Donc, vos enfants vont hériter, alors pour le coup, ce n'est pas un bon héritage, de ce report d'imposition. Et ce qui veut dire que sur vos enfants, si un jour décidaient de bouger les titres de la holding, soit en liquidant la holding, soit en cédant des titres de la holding, ou soit en faisant une réduction de capital des titres de la holding, eh bien, ils devraient payer à proportion ce report d'imposition qui a été transmis par les enfants. Voilà. Ça, c'est fort dommageable parce qu'aujourd'hui, il y avait un levier successoral à l'apport cession. Demain, il n'existera plus. Donc voilà le texte en vigueur voté. Pour le coup, ces amendements ont été votés depuis. Est-ce que vous avez des questions sur la compréhension? C'est un mécanisme qui est un peu plus complexe, j'avoue, qui concerne uniquement vos clients dirigeants d'entreprise. Est-ce que c'est clair pour vous déjà, que ce soit sur l'actuel, hein, le régime actuel, et puis sur le futur? Pas de questions? Je continue. La taxe Zuckman, elle a bien été rejetée. Alors, mon titre, il est mal fait. Hein. La taxe Zuckman, elle a été proposée, elle a été rejetée, mais elle a été recentrée sur la taxe sur les holdings qui, elle, a été votée. Alors, attention, elle a été votée. À la base, la taxe Zuckman, juste pour rappel, c'était pour taxer les super riches. Je vous rappelle qu'on est super riche en France et en Europe d'ailleurs, au-delà de 30 millions de net worth, disent les Américains, donc au-delà de 30 millions de patrimoine net de dette. Okay, donc à partir de 100 millions, c'était l'objectif de cette taxe, vous étiez évidemment dans les super riches, vous dépassiez les 30 millions, et vous deviez payer 1% sur la totalité de votre patrimoine. Quand je dis la totalité de votre patrimoine, c'est vos actifs liquides et non liquides, ce qui sous-entendait les titres de vos sociétés, de votre patrimoine professionnel, qui par nature et par principe ne sont pas liquides s'ils ne sont pas cotés en bourse. L'idée, c'était de recentrer, puisque la taxe Zuckman n'a pas été votée, sur le patrimoine des holdings. Au tout début, ce n'est pas dans ce slide, il était prévu de taxer le patrimoine improductif des holdings. Ça veut dire toutes les liquidités qui étaient dans les holdings, absolument toutes.
et de taxer évidemment les biens qui étaient plus ou moins somptuaires, donc des actifs qui auraient été planqués suivant le gouvernement, comme des voitures, comme des tableaux, comme des objets d'art, etc., etc., etc. Et ce taux fiscal était déclenché à partir de 5 millions. Enfin, il devait être déclenché, pardon, autour de 10 millions d'euros, et non pas 100 millions. Donc on n'est plus dans les super riches, hein, on est dans les riches, selon la classification de l'OCDE. Vous deviez être taxé à 2%. C'était le point de départ. Au bout du compte, dans les débats, la taxe holding, elle est passée, sauf qu'il y a eu énormément de modifications. Et par exemple, l'une des principales modifications que je vois que je n'ai pas écrit, c'est que son seuil de déclenchement n'est pas à 10 millions, encore moins à 100 millions, mais il est à 5 millions. Donc, il y aura une assiette qui va être beaucoup plus large. Donc à partir de 5 millions, sur des holdings qui ont une valorisation de 5 millions, vous aurez une taxation qui devait être de 2, et au final, ce ne sera pas de 2%, mais de 20%. Et bien entendu, c'est 20%. Sauf que l'assiette, en fait, elle va être réduite parce que ne seront inclus dedans que les biens somptuaires. Ça veut dire tout ce qui est objet, bien, alors je ne sais pas ce qu'ils ont contre la chasse et la pêche, mais tout ce qui est objet non professionnel lié à la pêche et à la chasse. Par exemple, si vous avez un domaine dans lequel vous invitez vos clients, dans lequel vous invitez vos prospects, dans lequel vous invitez vos salariés pour faire des séminaires, ce qui est assez courant dans les grosses sociétés, eh bien, ces biens seront taxés. Si vous avez des véhicules de tourisme ou des jets privés ou des avions, pas forcément des jets, ils seront taxés. Si vous avez des tableaux, des objets d'art, si vous faites de l'art leasing, par exemple dans les holdings, ça existe, l'art leasing, vous savez, vous défiscalisez en achetant sur des tableaux que vous devez mettre dans vos bureaux, par contre, en apparence, ils seront taxés. Et certains logements, si vous avez des résidences privées qui sont dans les holdings, eh bien, seront taxés également. Donc, ce qui veut dire que globalement, les actifs financiers, c'est la partie droite, donc la trésorerie est exclue, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça aurait été castrateur. Il y avait beaucoup de discussions sur exclure la partie BFR des holdings. Vous avez le BFR, vous savez, c'est les liquidités qui sont utiles lorsque vous faites l'acquisition d'une cible. La banque va vous financer entre 70 et 80%, mais elles vont nécessiter entre 20 et 30% d'apport. Donc les holdings, généralement, ont toujours des liquidités qui sont disponibles dans le but de dégainer relativement rapidement quand vous allez investir sur une cible, pour acheter une cible. Dans le texte initial, ces liquidités étaient taxées hors BFR. Donc on excluait le BFR. Là, au bout du compte, les liquidités sont exclues, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous aurez un taux de 20% finalement sur les vrais actifs improductifs, ce qui exclut les titres et les filiales des holdings, ce qui exclut les liquidités de ces holdings. Donc on s'en sort pas si mal. Je sais que beaucoup avaient crié au loup quand on a vu le taux à 20% par rapport à 2%. Alors oui, c'est un taux à 20%, mais l'assiette taxable est beaucoup plus faible. Donc il vaut mieux avoir un taux à 20% sur une assiette taxable finalement de 100 que d'avoir un taux à 2% sur une assiette taxable de 10 000. Parce que là, clairement, c'était ce qui était prévu. Avec les liquidités, on avait une assiette qui était vraiment énorme. La seule chose qui est dommageable, par contre, et je ne l'ai pas écrit, je le marquerai dans le mois prochain, c'est que le seuil de déclenchement, c'est 5 millions et non pas 10 millions. Voilà. Donc la fameuse taxe sur les holdings. Et il y a également, toujours dans cette même mesure, un relèvement du seuil de contrôle à 50%, parce que les personnes qui sont taxées, que vous l'entendiez bien, hein, ce sont les bénéficiaires effectifs, donc les associés des holdings. Donc qui paye l'impôt? Ce n'est pas la holding, hein, c'est les associés détenteurs des titres de ces holdings. Attention, hein. Donc ce n'est pas un impôt à l'IS qui va être payé par la holding, c'est bien un impôt à l'impôt sur le revenu qui vont être payés par les associés des holdings. Donc, si je vous schématise concrètement, comme ce seuil de relèvement a été mis de 33% à 50%, je vous donne un exemple concret. Vous avez une holding avec une cote qui vaut 5 millions d'euros, seuil de déclenchement. 5 millions d'euros composés de bateaux, de jets privés, de voitures, de biens de chasse, d'objets d'art et de collection, en dehors des liquidités, on est bien d'accord. Vous avez 3 associés, un à 50% et 2 autres à 25 et 25. Le seul qui va être fiscalisé avec cette nouvelle taxe, c'est celui qui a 50%, donc les bénéficiaires effectifs à 50%. Donc, à 50%, pour une quote-part donc, de 2,5 millions, parce que la holding vaut 5 millions, donc 50% de mes 5 millions, ça fait donc 2,5 millions, et bien donc il va devoir payer 20% sur 2,5 millions, ce qui me fera une taxation de 125 000 euros. Voilà le fonctionnement, en fait. Le fonctionnement, c'est celui-là. À titre personnel, donc à titre de l'impôt sur le revenu. C'est absurde, Eric, je te vois secouer la tête, tu as raison, c'est absurde, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors attention, hein, 5 millions, ça reste quand même perché, parce que vous avez bien compris que mes 5 millions, là dans mon exemple, et ce sera vraiment le cas, hein, ça ne sera constitué uniquement que de jets privés, de bateaux, de voitures, de biens de chasse, mais pas les liquidités, on est bien d'accord. Et les filiales productives, donc les sociétés en elles-mêmes, ne sont pas dedans. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'investissements
dit somptuaire au sens de la définition fiscale. Malgré tout, c'est quand même une espèce de double taxe parce que les biens qui sont dedans, s'ils génèrent en tout cas une activité productive ou des loyers ou du rendement, si vous louez vos voitures par exemple, ou si les jets sont en co-jetting et rapport des liquidités, vous aurez de la fiscalité à l'IS dans la holding, mais vous allez vous prendre une fiscalité à l'IR parce que c'est l'associé personne physique qui va payer cet impôt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette taxe qui est quand même très particulière, parce qu'elle a été énormément remodelée entre le point de départ Zuckman et le recentrage final? Est-ce que c'est clair? Juste Oui, une question. Alors, Eric? alors, attends, vous m'entendez ou pas? Oui, oui, Ok. parfaitement, oui, oui. Juste, j'ai compris que sur les trois associés de ton exemple, il y en avait qu'un qui payait. J'ai pas trop compris quel est le seuil enfin, le déclencheur. Le seuil déclencheur, c'est le taux de détention de la holding et qui a été modifié. Ça veut dire que ne paieront que les associés qui détiennent à minima 50% de la holding Oui, d'accord. concernée. C'est pour C'est ça. bon. C'est pour ça. J'ai fait exprès de prendre les exemples découpés. Et à la base, c'était 33. Et là, ça aurait été beaucoup plus violent parce que alors, l'explication de l'amendement, pour aller pour que tu aies la genèse, eh ben, la genèse, c'est de dire qu'en fait, en dessous d'un seuil de déclenchement de 33%, enfin de 50% généralement, tu as le contrôle absolu. Donc, c'est toi qui décides de ce que tu mets dedans. Que tu es à 33%, alors tu peux avoir une présomption de décision si tu es lié à plusieurs associés, mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas de pouvoir. Donc, tu ne vas pas payer une taxe là où tu n'as pas de pouvoir décisionnel. Voilà. Donc, ça, pour le coup, c'était plutôt intelligent. Ce qui n'est pas intelligent du tout, c'est de le faire payer à des particuliers, alors que tes actifs taxables sont dans la holding. C'est deux mondes, en fait. En vrai. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça t'obligera, pour aller au bout de ma logique, à sortir des dividendes taxés à 30%, et on va voir que c'est plus 30% en plus maintenant, hein, on est passé à 31,40, on va le voir. Tu vas sortir des liquidités, tu vas payer un impôt dessus pour payer un autre impôt. Donc, ce sera un impôt sur l'impôt. Voilà. Voilà pour ces holdings. Je continue. Contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors ça, je vous rappelle, c'est pas une mesure nouvelle. Elle avait été votée, elle est applicable depuis cette année, hein, depuis le 1er janvier 2025. Juste pour rappel, en France, hein, on a au niveau fiscalité des particuliers le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui va de 0 à 45%. On a la contribution exceptionnelle sur les revenus, la CEHR, qui existe depuis 2012, qui consiste à vous rajouter en plus des 45% pour les hauts revenus. Les hauts revenus, c'est quoi? C'est à partir de 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple, pour un foyer fiscal. On vous rajoute 2%, puis encore 2%. Alors 2% au-delà de 250 000 pour un célibataire et 2% de plus au-delà de 500 000 euros pour un célibataire. Et c'est 500 000, 2% pour un couple et au-delà de 1 million, ça fait 4% pour un couple. Donc ce qui fait que votre taux facial d'imposition est de 49%. Ça existe depuis 2012, c'est pas nouveau. Depuis l'année dernière, donc depuis 2025, la première année d'application, ça va être là, donc on va la payer en 2026, ils ont introduit la CDHR, donc à ne pas confondre avec la CEHR. La CDHR, c'est la contribution différentielle sur le revenu. On vous dit, on va prendre votre impôt sur le revenu, on va prendre votre CEHR, okay, on arrive à 49, mais vous savez que comme ce sont des tranches, et on va regarder si tous ces impôts vous forment une moyenne sur vos revenus, donc un taux moyen d'imposition de 20%. Si vous êtes à 20% et plus, vous payez rien de plus. Si vous êtes en dessous de 20%, parce que vous avez des réductions, des crédits d'impôt, etc., 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 et bien du coup, on vous appelle un taux différentiel. Donc, par exemple, si j'atterris à 18 cette année, malgré tout ça, d'accord, eh bien, on va vous appeler 2% de plus pour arriver à 20. Ça, c'est voté depuis un an, donc on va l'appliquer pour la première fois cette année. Elle devait être une mesure temporaire pour enflouer les caisses de l'État, donc juste sur un an, et du coup, au final, elle va être prolongée. Elle va être prolongée pendant un an supplémentaire, donc en 2026, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la prise en compte de ce taux différentiel était basée sur le revenu fiscal de référence retraité de tout ce qui était réduction et crédit d'impôt. Ils viennent de revoir, donc c'était plutôt bénéfique en fait, on va dire. Ils viennent de revoir la formule de calcul pour finalement réinjecter les réductions et les crédits d'impôt pour faire en sorte au final que eh bien, ceux qui avaient des réductions et crédits d'impôt payent sur le différentiel. Donc vous aurez plus de personnes éligibles à cette nouvelle CDHR en 2026 qu'il y en aurait en 2025 mathématiquement parce que du coup, votre taux facial était retraité. Je vous donne un exemple, vous étiez à 18% parce que vous avez des réductions et crédits d'impôt et ça vous faisait gagner 2 points. D'accord? Et ben, du coup, ces 2 points vont être réintégrés. Donc, vous serez du coup non pas à 18, mais vous serez à 16 dans mon exemple. Et du coup, vous allez devoir payer 4 points à la place de 2 points. Quelqu'un qui était à 20 grâce à ces réductions et crédits d'impôt non pris en compte, bah, comme elles vont être prises en compte, bah, vous allez passer à 18. Et comme vous passez à 18 parce que vous avez des réductions et des crédits d'impôt, bah, vous devrez payer 2. Alors qu'en 2025, vous ne deviez pas les payer. Alors, il n'y a pas de rétroactivité en 2025 pour l'élargissement de l'assiette. Ça sera qu'à partir de 2026, hein, précision. OK.
Et comme c'est prolongé de 1 an, on n'est pas à l'abri évidemment qu'en 2026, elle soit prolongée de nouveau. Juste pour rappel, hein, la CEHR était un impôt exceptionnel, hein, c'est marqué dans le titre, et elle existe depuis 2012. Hein. Donc bon, quand on commence avec des impôts exceptionnels en France, on sait très bien comment ça se finit. OK. Donc ça a été voté. Ce qui a été rejeté, par contre, je vous l'ai mis, c'était l'abattement de 10% pour les pensionnés. Vous savez, quand on est jusqu'ici en tout cas, nos pensionnés qui touchaient nos retraites avaient un abattement de 10% sur le revenu des pensions, comme un salarié actif. Il parlait de la plafonner à 2 000 euros. Donc on supprimait l'abattement de 10% et il y avait une limitation à 2 000 euros. Ça a été rejeté. D'accord? Donc ils garderont l'abattement de 10%, comme on l'a quand on est en activité aujourd'hui. Voilà pour cette CDHR prolongée et remodelée avec une assiette élargie. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair sur ce sujet qui n'est pas nouveau au final? Non, on le prolonge simplement. Je continue. Dutreil. Dutreil, recentrage, prolongation mais recentrage, ça a été voté, c'était en discussion il y a 3 semaines en arrière, c'était pas certain, là c'est voté. Le Dutreil, je vous rappelle simplement ce que c'est le plus gros véhicule de transmission à titre gratuit de société en France. Ça vous permet d'avoir un abattement pour le faire en cours de 75% des titres transmis. Vous avez une société qui vaut 1 million. Si vous le transmettez à vos enfants, dont au moins un d'entre eux dirigera la société que vous transmettez à titre gratuit, et bien du coup de ne pas payer des taxes, donc des DMTG, droits de mutation à titre gratuit, sur le million d'euros, mais vous ne les payez que sur 250 000. Pourquoi? Parce que vous avez l'abattement de 75%. Jusqu'ici, en respectant 2 conditions. Un engagement individuel de 2 ans pour le dirigeant qui transmet, donc le donateur, et un engagement individuel pour les donataires, donc les enfants de 4 ans. Donc ça faisait 2 plus 4, donc 6 ans d'engagement. Okay. Je vous passe les conditions de détention du capital de 34% pour les sociétés non cotées, de 20% pour les sociétés cotées. Ça, c'est toujours le cas et ça ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? Il va changer que tout d'abord, ils vont limiter le Dutreil aux sociétés uniquement actives, seront exclues les sociétés passives. Alors vous allez me dire, jusque-là, c'était un peu le cas quand on mettait le Dutreil sur des sociétés exploitantes. Alors oui, mais vous savez qu'on pouvait mettre le Dutreil, pour simplifier la chose, quand vous aviez des groupes de sociétés transmises sur la holding de tête. La holding de tête devait juste être animatrice, il fallait le prouver, il fallait le justifier, mais du coup, d'un coup d'un seul, l'ensemble du périmètre détenu par la holding, donc toutes les filiales, que vous en ayez 2, 10 ou 100, étaient transmises avec cet abattement de 75%. Maintenant, ils vont regarder au détail, société par société, et bien par bien, parce que dans une holding, il faut avoir de l'immobilier, par exemple, c'est possible, en direct, à l'actif de la holding, et bien tous ces biens improductifs ou des SCI improductives considérés comme non professionnels seront exclus de l'abattement de 75% du Dutreil. Donc ça va être du cas par cas. D'accord? Première chose, donc on restreint l'assiette. Ensuite, l'abattement de 75% reste de 75%, mais il est plafonné à 50 millions d'euros. Jusqu'ici, c'était 75% et c'était illimité. Vous pouvez transmettre des gros groupes. Alors, on pense à des sociétés cotées de plus grosse taille qui valent des centaines de millions d'euros, voire des milliards, et vous avez quand même l'abattement de 75%, ce qui permettait de transmettre des fleurons français dans les groupements familiaux. On pense à LVMH, on pense à Bolloré, on pense à ces grosses sociétés. Et bien demain, ça ne sera plus le cas. Ça veut dire qu'elles seront plafonnées à 50 millions d'euros, donc rien pour ces sociétés. Au-delà, il y aura zéro abattement. Voilà, donc ça, c'est encore une restriction de l'assiette. Pourquoi? Alors, je voulais marquer pourquoi. Les arguments de cet amendement viennent de la Cour des comptes elle-même directement, qui estime que depuis des années, le coût fiscal était de 500 millions d'euros pour l'État, du Dutreil, et au bout du compte, le rapport qui a été commandé, qui a été produit par la Cour des comptes, estime qu'aujourd'hui, ça coûte 4 milliards par an. Donc, du coup, voilà le pourquoi du comment de la restriction de la base. Il y a également une modification sur le renforcement du contrôle post-transmission. Alors, je m'explique. En fonction de la direction sur les 3 ans. Jusqu'ici, vous deviez avoir une direction effective par l'un au moins des enfants sur 2 ans. Au bout de 2 ans de direction, ils pouvaient vendre les titres objets du Dutreil, c'était fini. Là, on passe sur 3 ans. Et autre chose que je n'ai pas écrit, je vous le dis dans ce slide, il faut que au moins un des enfants, alors ça c'était déjà le cas aujourd'hui, dirige la société, mais il faut que l'un au moins des enfants qui va diriger la société plus tard soit au moins majeur le jour de la signature du pacte. J'ai bien dit le jour de la signature du pacte. Ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le schéma classique, c'est généralement les parents ou monsieur ou madame, peu importe, transmet la société à ses enfants. Ils peuvent être tous mineurs, que vous en ayez 2, 3 ou 10, peu importe l'enfant. Et après, c'est transmis. L'un des enfants qui va diriger, on imagine qu'il sera majeur au bout de ces fameux 6 ans, ça laisse le temps, 6 ans c'est long, et ça ne posait pas de problème. Là, aujourd'hui, le jour de la signature du pacte, eh bien, il faudra qu'au moins un des enfants soit déjà majeur.
Donc, ce qui exclut les effets d'optimisation fiscale dans un but transmissif aux enfants, parce qu'il faut au moins qu'un de ces enfants soit majeur le jour de la signature. D'accord? Donc, ça J'ai vu rajoute une aussi couche. que c'était moins de 60 ans. Alors, moins de 60 ans, ça serait pour le donateur. Cet amendement n'est pas passé. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, je ne l'ai pas vu voter. Je l'ai vu, hein, mais je ne l'ai pas vu voter. Voilà. Ce qui a été voté, en revanche, c'est pour les donataires. Donc, l'un des enfants doit être majeur. Ça, c'est passé. C'est pour éviter les effets d'aubaine et d'optimisation. Voilà. Et dernière mesure, et non des moindres, la plus-value future. Jusqu'à aujourd'hui, je reprends mon exemple de 1 million. Transmettez une société qui vaut 1 million à vos enfants et vos enfants la reprennent. Donc, vous ne payez des droits que sur 250 000 parce que vous avez eu 75% d'abattement. Donc, dans mon exemple, 750 000 euros d'abattement. On est bien d'accord. Vos enfants revendent 10 ans plus tard. La société, imaginons, pour se simplifier la vie, elle vaut toujours 1 million. D'accord? Ils la vendaient pour 1 million d'euros. Eh bien, ils l'ont reçu dans leur patrimoine donc avant, mais ils l'ont reçu dans leur patrimoine pour 1 million d'euros. On est d'accord? C'est pas parce qu'ils ont mis un abattement de 75%, eux ils l'ont reçu pour 1 million d'euros dans leur patrimoine et ils ont payé des droits que pour 250 000. Donc si je vends une société pour 1 million d'euros que j'ai reçue en donation du Treuil pour 1 million d'euros, ma plus-value taxable est donc de 0 euros à aujourd'hui. On est bien d'accord? Il n'y a pas de taxation, c'est logique. Et bien demain, ça ne sera plus le cas. Demain, l'abattement du Treuil de 75% sera réintégré dans la plus-value, comme l'est le LMNP depuis 1 an. Ça veut dire que vos enfants, finalement, s'ils vendent pour 1 million d'euros, eh bien, ça fait 1 million d'euros moins coût de revient 250 000, parce que vous avez bénéficié d'un abattement de 750 000 lors de la donation. Plus-value taxable, 750 000. Voilà. À aujourd'hui, c'est 0. Et évidemment, si je vais au bout de ma logique, si vos enfants ont bien travaillé et qu'ils vendent la société 2 millions d'euros, eh bien, du coup, la plus-value taxable sera donc de 1 750 000. La nouvelle plus-value créée, donc le fameux goodwill, et 1 million de plus, et les 750 000 euros d'abattement dont vous avez bénéficié l'année de la donation. Donc, Voilà. en gros, Thomas, dans l'idéal, si tu fais un pacte du travail et que tu fais des investissements, il faudrait que tu doubles. En gros, il faudrait que tu rattrapes le gain. C'est ça. Voilà. Tu ne le rattraperas jamais vraiment parce que au final, quand tu regardes bien, chaque plus-value supplémentaire va déclencher une imposition, ça va de soi. Donc du coup, tu paieras forcément sur le goodwill qui est créé derrière et tu paieras toujours sur les 750 000 euros de base, de toute façon, dans mon exemple, sur les 75% dont tu as bénéficié. Donc le seul argument positif à ça, c'est de se dire que tu vas faire une grosse culbute et en plus que ça, les titres transmis ont été mis dans des holdings d'acquisition pour les donataires, pour les enfants, d'accord? Ce qui leur permettra au moins d'avoir un impôt qui peut être minoré parce que sur le goodwill payé, sur la plus-value, bah, ils auront une fiscalité qui va être du régime Murphy, donc il ne sera que de 3%. Et auquel cas, tu pourras récupérer. Voilà. C'est la seule possibilité que tu puisses avoir. Voilà, donc en fait, c'est un peu, voilà, c'est exactement comme le LMNP. Oui, on réintègre l'abattement. Alors, dans le LMNP, c'est l'amortissement, mais là, on réintègre l'abattement. Ça revient à peu près au même. Et malheureusement, tous ces amendements et sous-amendements sont votés à aujourd'hui. Est-ce que c'est clair ou vous avez d'autres sujets ou d'autres questions? Je passe. Non. Impôt sur les sociétés, les multinationales. Alors, celles qui augmentent, celles qui gagnent et celles qui perdent. Celles qui perdent à gauche, les multinationales, en tout cas moi je ne suis pas ou peu concerné. Pour les multinationales qui dépassent 20 milliards à ma droite, il y a déjà aujourd'hui une taxation mondiale sur leurs bénéfices à hauteur de 15%. Cette taxation mondiale a été décidée d'un commun accord, ce qu'on appelle le pilier 2 par l'OCDE, donc par les 180 membres de mémoire qui y figurent. C'est pour éviter les effets d'optimisation des GAFAM, surtout ceux qui sont concernés. Vous savez, en fait, le fait d'avoir du chiffre d'affaires dans des pays et finalement facturer ce qu'on appelle des management fees avec des transferts indirects de bénéfices dans des pays à faible fiscalité comme BVI, comme l'Islande, comme enfin, j'en passe les meilleurs, mais tous des pays qui ne sont pas forcément dans les listes grises, mais qui ont un faible taux de fiscalité. Pour éviter ça, il avait été convenu d'un commun accord que ces sociétés paieraient un impôt minimal mondial de 15% de leurs bénéfices. Ça s'était voté déjà il y a depuis 2018, hein, donc c'est pas récent. Il a été décidé en France de rehausser ce taux fiscal mondial de 15 à 25%, donc de rajouter 10 points, donc ça concerne les GAFAM bien sûr, sur leur filiale française. Donc, ça veut dire que demain, les GAFAM qui ont une filiale en France paieront de toute façon un impôt sur leurs bénéfices de à minima 25%, ce qui va clairement à l'encontre des sociétés américaines. Et il est fort à parier que cet amendement qui est voté aujourd'hui saute le jour où ça remontera aux oreilles de Trump et qu'il s'en rendra compte et qu'il
mettra des droits de douane de 200% sur les produits de luxe et sur le vin français. Voilà, globalement. En tout cas, c'est voté. Juste pour l'information, aujourd'hui, c'est voté. C'est curieux, Trump n'en a pas encore parlé, donc je pense qu'il n'est pas au courant, parce qu'il attend sûrement la finalisation du projet, la loi sur les finances. Mais ça ira jamais, ça pourra jamais aller au bout. Enfin, ça ne durera pas longtemps. Par contre, à gauche, qui est plutôt une bonne nouvelle, vous savez qu'aujourd'hui, on a deux tranches d'imposition en France. On a un taux à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices pour les TPE. Vous savez qu'il ne faut pas dépasser un chiffre d'affaires de 7 500 000 euros aujourd'hui pour en bénéficier, et des sociétés détenues à 75% par des personnes physiques, jusqu'à 2 niveaux d'interposition. Sinon, vous payez le taux maximal qui est de 25%, au-delà de 42 500. Ça, c'est à aujourd'hui. Eh bien, demain, cet amendement est passé, on verra s'il tiendra jusqu'au bout. Eh bien, le taux de base de 15% ira jusqu'à 100 000 euros. Ça, ce qui est très bénéfique pour nos TPE. Ça concerne plus nos TPE que nos PME, nos ETI, bien sûr. Mais du coup, vous auriez deux tranches, donc une tranche à 15% de 0 à 100 000 euros de bénéfices, et une tranche à 25% au-delà. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les champs d'activité et les codes NAV sont inclus dedans. Ça veut dire que même nos sociétés immobilières sont concernées, même nos SCI sont concernés, clairement. Ça veut dire que ça maximiserait le TRI. Si vous faites des SCI avec des SCPI à l'intérieur, chose qui est très courant en matière de la gestion de patrimoine, et bien du coup, vous auriez encore une augmentation de votre taux de rendement avec vos comptes courants d'associés, une fiscalité plus faible à l'intérieur et une sortie qui est sans imposition. Vous avez votre compte courant d'associés. Je ferai d'ailleurs l'objet d'une formation sur ce sujet une fois qu'on aura passé les méandres de la loi sur les finances, ce sera sûrement au mois de janvier, sur l'intérêt de loger des SCPI dans des SCI avec l'avantage du compte courant d'associés et de cette faible fiscalité à l'IS. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà au niveau des corporate tax, on peut dire, qui bénéficient à tout le monde aujourd'hui si cette mesure va au bout. Et pour les multinationales, pour le coup, il ne faut pas rêver. Voilà. Alors, dans les nouvelles nouvelles qui sont arrivées depuis 3 semaines, le PER, vous connaissez tous le PER, le plan d'épargne retraite. Plan d'épargne retraite qui nous permet de défiscaliser sur l'impôt sur le revenu, bien sûr, de vos clients. Vous savez qu'à aujourd'hui, pour une première année, évidemment, vos clients qui investissent dans les PER tous les ans bénéficient de cette réduction d'impôt, mais sur une première année, vous avez la possibilité de piocher sur les 3 dernières années de plafond, vous savez, non utilisés par vos clients, le plafond qui correspond à une proportion de leurs revenus, bien entendu. Et jusqu'ici, vous avez un client qui commence, vous pouviez prendre, ça figure sur l'avis d'imposition en page 3 de vos clients, vous savez, souvent les clients ne savent pas ce que c'est quand ils ne connaissent pas le PER, et vous avez les plafonds non utilisés des 3 dernières années des revenus, parce que vous n'avez jamais fait de PER. Ou alors, vous n'avez pas utilisé la totalité du plafond. C'est le cas aujourd'hui. Eh bien, là, demain, cet amendement a été voté semaine dernière. Vous pourrez utiliser les 5 dernières années. Donc, ça concerne vos nouveaux clients qui vont faire du PER la première fois en 2026, bien sûr. C'est pas rétroactif 2025. Et ça concerne vos clients que vous investissez régulièrement, finalement, mais qui n'ont pas utilisé tout leur plafond chaque année. Et bien, comme on va remonter sur 5 ans, vous aurez des plafonds beaucoup plus importants à prendre et à piocher. Donc, vous aurez un levier de défiscalisation beaucoup plus important en 2026 pour vos clients habituels de 1 et vos nouveaux clients de 2. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est une des rares mesures qui est positive sur le plan fiscal pour nos clients particuliers. C'est le rehaussement finalement de ce plafond d'investissement PER. Donc, on passe de 3 à 5. Toutes les autres mesures, les taux que vous connaissez de déduction du PER ne bougent pas. Uniquement cette mesure change et elle est bonne pour le coup. Donc on est content de la voir. Si elle va au bout, encore une fois, elle est votée, on verra si ça va au bout. Je ne pense pas que vous avez de questions sur cette mesure qui est assez simple. Je pense que vous maîtrisez tous le PER. Donc, simplement, on étend l'assiette. Moins bonne nouvelle, la flat tax. Alors, ça s'est tombé que cette semaine parce que c'était dans le projet de loi des finances de la sécurité sociale. Et non pas, c'est pas une mesure fiscale. En fait, c'est une mesure sociale. Mais au final, ça touche quand même la caisse de nos clients. Je vous rappelle que la flat tax aujourd'hui de 30% est composée de 2 volets. Un premier volet fiscal qui est de 12,8 et un volet social qui est de 17,2. Et dans les 17,2, vous avez la CSG déductible, la CSG non déductible et des autres contributions additionnelles non contributives. Ça, c'est à aujourd'hui. Et la somme de tout ça nous fait 30%. Et bien là, dans le projet de loi des finances de la sécurité sociale, vu que c'est une mesure sociale et non pas fiscale, ils n'ont pas touché donc au 12,8 de PFU, c'est le fameux PFU, prélèvement forfaitaire unique, mais ils ont touché le prélèvement social qui n'est plus de 17,2, mais il passe à 18,6% d'imposition. Pourquoi ? Parce que la composante CSG qui était de 9,2 à aujourd'hui, passe à 10,6, donc la contribution sociale généralisée. Et comme elle passe à 10,6, du coup, le taux de prélèvement global
global passe à 18,6. Donc si je fais donc 18,6 plus mon PFU de 17,2, ça me fait donc une flat tax de 31,40. Ça concerne quoi et qui? Tout le monde à partir de 2026 pour mes dividendes et mes plus-values. Alors, là, je suis sur un volet patrimonial. On est bien d'accord que ça ne concerne pas que la partie plus-value et la partie dividende, parce que comme c'est la CSG qui évolue, ça concerne les traitements et salaires, ça concerne les pensions et retraites, ça concerne tout ce qui touche de la CSG, ça veut dire absolument tous les revenus. Tous les revenus. Tous les revenus qui étaient aujourd'hui avec une CSG de 9,2, eh bien, ça serait une CSG de 10,6. Donc, tout le monde est concerné par ça. Là, moi, je vous évoque que le volet patrimonial, parce que c'est assez symbolique. Hein. La flat tax était à 30, c'était facile, c'était rond. Eh bien, cette flat tax passe à 31,4. Mais malheureusement, ça ne concerne pas que le volet patrimonial, mais ça concerne également le volet des autres revenus. Voilà. Il fallait un petit peu s'y attendre. Hein. Déjà l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, les mesures qui étaient proposées, c'était de passer de 30 à 34%. L'année dernière. Au final, ça n'a pas été validé. Cet amendement avait été sauté. Là, il est voté en l'état. On verra ce qui se passe dans la définition finale. Mais là, aujourd'hui, au 1er janvier 2026, on a une flat tax à 31,40 pour les dividendes et les plus-values. Donc, le conseil que je peux vous donner, si vous avez des clients qui n'ont pas sorti leur dividende 2025, qu'ils le fassent maintenant. Voilà, parce que 1,40 sur des gros montants de dividendes, ça peut vite faire beaucoup. Donc, qu'ils les sortent maintenant ou alors qu'ils les réinvestissent dans le holding s'ils ont la chance d'en avoir une. Voilà pour la flat tax. Et, non, c'est l'avant-dernière mesure. Relèvement de l'abattement du microfoncier. À partir de 2026, vous savez qu'aujourd'hui, le microfoncier, vous avez un abattement jusqu'à 15 000 € de loyer et vous avez donc un abattement forfaitaire de 30%. D'accord ? Et donc, l'État vous dit, vous déclarez vos loyers, vos 15 000 € de loyer, en location nue, hein, je suis sur la location nue, pardon. Et donc, on vous applique un abattement de 30% sur vos 15 000 € de loyer. Au-delà de 15 000 €, vous êtes au réel et vous êtes en revenu foncier habituel. À aujourd'hui, ce même abattement micro, je vous passe la location saisonnière, hein, parce que la location saisonnière, elle a été rabotée déjà cette année en 2025, déjà l'année dernière. L'abattement en micro, en location BIC, donc en meublé, il est de 50% à aujourd'hui. On est d'accord, ça c'est le cas aujourd'hui, hors location saisonnière, où on est qu'à 30% sur la location saisonnière. Eh bien, il y a eu, alors l'objectif, je vous dis, c'est ce qui aurait dû se passer, mais ça ne s'est pas passé comme ça, il voulait aligner l'abattement de la location nue avec la location meublée et avoir une convergence à 40%. Sauf que, comme ils n'ont pas eu le temps de débattre sur tous les amendements avant que ça soit renvoyé à l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon, et je vous le dis parce que ça peut rechanger lors de la deuxième lecture, hein, quand ça va remonter à l'Assemblée nationale. Et au bout du compte, ils n'ont pas eu le temps de suivre les autres sous-amendements de ça. Et là, ce qui a été voté en l'état aujourd'hui, c'est que le micro nu, donc le micro foncier, passe de 30 à 50%, et le micro BIC reste à 50%. Malgré tout, il ne faut pas crier au loup, parce que ce n'est pas fini. Il est fort à parier qu'en deuxième lecture, s'ils ont le temps, que cet abattement de 50 redescende à 40. Pourquoi ? Parce que et le micro BIC, donc meublé, et le micro foncier passeraient à 40%. Voilà. Pour l'instant, c'est du 50% pour les deux. Si vous voulez mon point de vue, ça ne durera pas jusqu'à la fin de l'année. Okay ? Donc pour l'instant, le micro foncier, en tout cas, est à 50%. Et le BIC reste à 50%. Allez, on finit par, on va dire, la plus grosse part du gâteau, la réforme du dispositif du bailleur privé. Alors, pour vous simplifier la vie, je vous ai fait un tableau, une matrice récapitulatif de ce qui a été voté. Entre les amendements et les sous-amendements, alors là, on parle d'une vingtaine de sous-amendements et d'amendements final. Alors, pour ceux qui ont suivi de près, c'est le 582 qui est passé et non pas le 3782 qui était l'amendement du gouvernement. D'accord ? C'est l'amendement Letter qui est passé. Avec les sous-amendements qui étaient liés, et tous ceux qui étaient liés à l'amendement du gouvernement sont tombés. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut suivre, hein, pour le coup. Hein. Ça devient assez complexe. Et qu'est-ce qui est passé ? Ça, alors évidemment, ils ont entraîné dans leur spirale, malheureusement, le meublé. Le meublé qui va perdre une partie de ses avantages, mais pas tous. Vous allez voir que ce n'est pas si impactant que ça au final. Et par contre, ils ont accouché finalement de ce statut de bailleur privé qu'on appelle finalement le Pinel du pauvre, parce qu'il ne présente aujourd'hui aucun intérêt sur le plan fiscal. Il est très limité en termes de montant d'investissement. Donc, voici les différentes mesures. On va les parcourir en abscisse pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour qui et pourquoi. Colonne de gauche, logement neuf. Du milieu, neuf, nu, dans la location nue. Colonne du milieu, location nue, mais dans l'ancien, avec travaux. Et colonne de droite, le LMNP traditionnel. Alors, le LMNP, tout type de LMNP, hein, que ce soit vous investissez dans le neuf ou dans l'ancien, le LMNP, il n'y a pas de différentes catégories. Quels sont les biens éligibles ? Alors, dans la location nue, donc les deux premières colonnes, acquisition dans le neuf ou en VFA,
limité à des logements d'habitation collectifs. Donc, vous oubliez la construction de maisons individuelles qui étaient éligibles pour le Pinel, somme toute, donc ça ne sera plus le cas. Donc, c'est que des logements collectifs. Pour le LMNP, l'amortissement, le régime actuel, c'est l'ancien et c'est le neuf, tout le monde est concerné. Fenêtre d'application. Pour ce statut de bailleur privé, c'est tout investissement réalisé à compter du 1er janvier 2026 au 31/12/2028. Donc, c'est limité à 2 ans pour l'instant. Donc seulement 2 ans, alors que le LMNP, donc les nouvelles mesures qui s'appliqueraient, si ça va au bout, ça sera à partir de janvier 2026, et ce n'est pas limité dans le temps. Base d'amortissement. L'idée de tout ce système, je vous rappelle du bailleur privé, c'est d'avoir un amortissement même en location nue. Donc copier un peu le système de l'immeublé, mais en location nue. L'amortissement qui est proposé sera de 80% des biens dans le neuf, et 80% des biens dans l'ancien, plus les travaux, d'accord? Hors foncier. Alors pourquoi 80%? C'est que le foncier n'est pas dedans. Vous savez que quand on amortit en meublé aujourd'hui, on retire le foncier. Le foncier, jusque-là, on n'avait pas de règle. Ça veut dire qu'on avait une décote qui correspondait à la valeur du foncier qui allait de 15 à 30% de la valeur du bien suivant où se trouvait votre bien. En clair, plus vous êtes en région éloignée avec des prix qui sont faibles, plus on appliquait 15%. Plus vous étiez sur Paris, Île-de-France et Première Couronne, plus vous appliquiez du 30%. Et au milieu, je vous passe les détails, vous aviez des ratios à 20, 25%, etc. Là, ce qui est pas mal pour une fois, c'est qu'on a une règle qui est claire, qui est fixe. Dans le texte, on vous dit, eh bien, le foncier, c'est 20%. Peu importe où vous vous trouvez. Donc, il y a des gagnants, il y a des perdants, bien évidemment. À Paris, et puis Île-de-France, et dans des villes de plus de 4 000 € le mètre carré, on est gagnant, parce qu'on appliquait soit du 25, soit du 30. Donc, on gagne finalement de ce ratio d'amortissement. On est perdant où? Dans des villes de moins de 4 000 € le mètre carré, où là, on appliquait plutôt du 15, là, on appliquera du 20. D'accord? Donc, ça, c'est la partie qui n'est pas amortissable. Donc, on aura le droit d'amortir 80% de la valeur du bien. À quel taux? La question, c'est à quel taux? Dans le neuf, dans le nu et dans le neuf, 3,5% par an. Dans l'ancien avec travaux, 3% par an. Et dans le meublé, jusqu'ici, on n'avait pas de règles, donc on appliquait nos règles par composant. Et globalement, j'ai repris mes tableaux d'analyse, on appliquait à aujourd'hui 3,95%. Donc dans le LMNP à aujourd'hui, dans le neuf ou dans l'ancien, mon ratio d'amortissement de 0 à 15 ans, je vous l'ai précisé, il est de 3,95%. Au-delà de 15 ans, à aujourd'hui, on applique 1,045%. Oui, généralement, on vous dit, dans le meublé, vous appliquez de l'ordre de 4%. Donc, vous voyez que c'est un peu plus précis que ça, c'est 3,95. Pourquoi? Parce que vous avez des composants. Ça veut dire que vous prenez votre bien et vous le décomposez entre la superstructure, la toiture, les agencements intérieurs, les agencements extérieurs et bien sûr le terrain qui n'est pas amortissable. Chaque composant a sa propre durée d'amortissement. Certains d'entre eux, comme la superstructure, s'amortissent sur 50 ans. Et tout ce qui est agencement et travaux intérieurs et extérieurs, isolation, c'est 15 ans. Ce qui veut dire qu'à aujourd'hui, je vous le fais court, le LMNP, j'ai un taux facial de 0 à 15 ans qui est de l'ordre de 4%. Demain, il ne sera que de 2%. Ils viennent de plafonner l'amortissement du LMNP. Alors oui, certes, donc sur les 15 premières années, on est perdant. Et sur la suite, finalement, sur les autres composants, vu qu'on amortissait que 1,045%, on sera gagnant. Ce qui veut dire que, bon an, mal an, si vous avez un client qui fait du court terme en LMNP, il sera perdant. Si vous avez un client qui fait du long terme, et bien, au bout du compte, ça va globalement revenir au même. Il y aura même dans certaines régions un effet bénéfique. Pourquoi? Parce que comme je pourrais me permettre d'appliquer qu'un ratio de terrain de 20%, là où j'impliquais jusqu'à 30% dans certaines régions, voire du 25% dans d'autres, et bien du compte, au bout du compte, je pourrais m'y trouver sur du long terme. Donc, ce n'est pas tant impactant que ça par rapport à ce qui était prévu. Je vous rappelle que dans les multiples amendements qui étaient proposés, il y avait la suppression purement et simplement de l'amortissement. Il y avait un amendement où il y avait la suppression simple de l'amortissement. Il y en avait un autre qui n'est pas passé, je vous le dis, c'est ma ligne du dessous, c'est que, ah non, elle n'est pas là, je vous l'ai mise où? Alors, je digresse un peu, vous voyez, moi, ma souris, plafonnement. L'amortissement avec le statut location nue, donc de bailleur privé, il est limité, non pas à 10 000 comme c'était proposé, ce qui est un sous-amendement, mais il est limité à 8 000 € par an par foyer fiscal. Vous avez bien entendu, par an, par foyer fiscal. Que vous ayez un bien, deux biens qui valent 300 000 ou 1 million, vous aurez maximum que 8 000 € d'amortissement par an. C'est tout. On a eu peur pendant un temps que ce sous-amendement de plafonnement à 8 000 € touche le LMNP, ce qui n'est pas le cas. Donc, au LMNP, on est déplafonné. Donc, vous avez le droit de placer, suivant la valeur des biens, 20, 25, 30, 40, 100 000 € d'amortissement par an. Vous n'êtes pas plafonné. Alors que, en location nue, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien, vous êtes limité à 8 000 € d'amortissement par an, par foyer.
Voilà. Ça, c'est la mesure qui est la plus symbolique et la plus dérangeante, en fait, en vrai, pour le statut de bailleur privé, bien sûr, parce que ça limite grandement l'effet de la mesure. C'est pour ça qu'on l'appelle le Pinel du pauvre. Vous voyez pourquoi? En fait, vous faites les calculs, ça vous limite par foyer fiscal à un bien que vous achetez à 320 000 euros par an. Si vous enlevez la décote des effets du terrain et le plafonnement de ces 8 000 euros, ça vous limite à l'investissement de 320 000 euros par an. Enfin, de par an, et par an, et tout court. Parce que l'année prochaine, si vous faites 320 000 euros, vous aurez toujours le plafonnement de 8 000 euros. Vous voyez? Donc, sur un foyer fiscal, à vie, tant que cette mesure existe, vous êtes limité à 320 000 euros pour avoir les effets bénéfiques. Voilà, basta. Et c'est pas tout, c'est que, alors, je vous passe les taux bonifiés pour la location nue, plus 1% pour les loyers sociaux ou très social, plus 2%. Ça veut dire que vous passez de 3,5 à 4,5, voire à 5,5 d'amortissement si vous avez un loyer social. Ce qui vient plomber votre TRI et votre taux de rendement. Parce que si vous avez un loyer social, ça veut dire que vous allez louer beaucoup moins cher que le prix du marché. Et vous avez une qualité des locataires qui sera évidemment en proportion de la baisse de votre loyer. Pour l'ancien, pareil, vous avez une bonification de 0,5 et de 1 pour les loyers sociaux et très sociaux. C'est pas fini. Alors ça n'existe pas pour le meublé, fort heureusement. Vous avez une condition de ressources du locataire, donc plafond de loyer intermédiaire et plafond de ressources obligatoires. Ça va vous rappeler le Pinel, un plafond de ressources. C'est applicable pour le neuf et pour l'ancien. Et en plus de ça, vous avez une obligation de location d'un bail ferme de 12 ans à titre de résidence principale pour le neuf et pour l'ancien. Je vous rappelle qu'en meublé, le bail, c'est 9 mois pour les étudiants et 12 mois pour quelqu'un de traditionnel. Donc vous avez les mains libres. Là, c'est 12 ans pour les deux. Restriction, c'est pas fini. Interdiction de louer à un membre de la famille jusqu'au 2e degré. Mesure qui était possible, je vous le rappelle, au niveau du Pinel. D'accord? Et bien là, c'est plus le cas. Donc, vous n'avez pas le droit d'optimiser avec un membre de votre famille. Vous devez louer jusqu'au 2e degré à un membre qui n'est pas de votre famille, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien. Dans le meublé, c'est toujours pas le cas. Hein. Vous pouvez louer qui vous voulez. Plafonnement, toujours. Le plafonnement, je vous l'ai dit, c'est le plafonnement du 1 000 euros par an. Je passe. Imputation des déficits. Vous n'avez pas le droit, grâce à l'effet bénéfique de cet amortissement, de générer un déficit foncier. Donc, si vous avez, je vous le fais en cours, 6 000 euros de loyer après, avec les charges, etc., et vous avez un amortissement de 7 000 euros, ça fait moins 1 000 dans mon exemple. Les moins 1 000, ils ne seront pas déductibles de vos autres revenus. Donc, vous le ramenez à zéro et vous l'imputerez dans les 10 prochaines années. Donc, vous ne pouvez pas défiscaliser, avoir un déficit en clair. Vous ne pouvez pas. OK ? Bon, cette règle-là, ils l'ont plagié du LMNP parce que le LMNP, c'était déjà le cas. Hein. Vous savez qu'en LMNP, vous ne pouvez pas avoir un déficit. Vous pouvez avoir un déficit que quand vous êtes LMP, loueur en meublé pro. Okay, donc ça n'a pas changé. Ce n'est pas nouveau. Simplement, ils nous mettent cette règle-là pour le statut de bailleur privé. Sortie. Les amortissements de 8 000 euros que vous avez seront réintégrés dans la plus-value de sortie. Copier-coller du LMNP, ce qui existe, vous savez, depuis 2025. Hein, vous savez que les amortissements du LMNP depuis 2025, quand vous vendez, ils sont réintégrés dans la plus-value, hein, ça c'est pas nouveau. Et bien du coup, cet amortissement du bailleur privé sera réintégré dans la plus-value. Donc demain, vous choisissez le statut de bailleur privé. Non seulement vous êtes limité à 320 000 euros d'amortissement, non seulement vous aurez des travaux à faire obligatoirement dans l'ancien, c'est dans l'ancien, vous avez 15% de travaux à faire. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est le cas. Non, c'est 20%, pardon, c'est 20% des travaux. Non seulement vous aurez un loyer qui va être modéré, vous aurez une obligation locative de 12 ans, et en plus, quand vous vendrez, eh ben, ces 8 000 euros d'amortissement, vous les réintégrez dans la plus-value, comme le meublé, donc vous paierez un impôt additionnel dessus. Et enfin, non-cumul. Non-cumul, ça veut dire que si vous aviez un bien qui était en Pinel, en Deux-Normandie, en MH, en Girardin, en ce que vous voulez, en gros, tous les régimes fiscaux de faveur que vous avez connus sur ces 20 dernières années, vous ne pouvez pas utiliser ce bien pour bénéficier de ce régime. Vous ne pouvez pas. Donc, le seul intérêt que vous avez, c'est toujours de le garder en LMNP pour avoir un amortissement qui, lui, n'est pas plafonné et qui ne prend pas en compte les anciens régimes au titre du cumul des différents critères. Et donc voilà, j'en ai fini. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce super régime du bailleur privé? Oui, qui va investir? Qui va investir, oui. Alors, en tout cas, pas moi, mais clairement pas moi. Mais non, c'est bon. J'étais à une conférence et un salon à Lyon cette semaine. Il y avait des promoteurs qui étaient là, des revendeurs de LMNP seconde main, enfin que de l'immobilier, hein, c'était que l'immobilier. Tout le monde était dépité, hein, je vous dis clairement, personne n'y croit. Strictement personne n'y croit. Personne ne se voit même le vendre. Il y avait des confrères à vous qui étaient là, il y avait 80 CGP qui étaient là, qui étaient présents. Personne n'y croit, absolument pas. Voilà. Donc, je vous donne le ressenti d'une salle à chaud, en tout cas, parce que cette mesure, elle est passée, je vous dis encore une fois, vendredi dernier à 22h30.
Donc c'est tout récent, avec les sous-amendements. Alors, le Sénat, a priori, ne sont pas pour ces mesures, donc ils sont en train de le redétricoter, donc ça va remonter à la haine. La haine vont essayer de repasser ces amendements. Donc, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Aujourd'hui, tel que c'est voté depuis vendredi 22h30. Donc, je ne peux pas faire plus récent que ça en termes de mise à jour et d'update, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Donc, on va juste croiser les doigts que ça puisse fonctionner. Nous, on travaille beaucoup sur le lobby LMNP. Je vous avais dit que je suis membre et investisseur d'un énorme lobby qui va à Bercy régulièrement, directement au bureau du ministre. On essaye de faire passer, alors le statut de bailleur privé, je n'ai pas la main mise dessus, parce que ce n'est pas le sujet de mon lobby. Mon lobby, c'est surtout le meublé, de faire passer le plafonnement de 2% à 3%, pour qu'on soit encore plus dans des ratios proches de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça sera déjà pas mal. On n'obtiendra rien de plus globalement. Voilà. Mais on a déjà obtenu pas mal de choses, parce que je vous dis, on est passé de la suppression intégrale du régime du meublé à ça. Donc on s'estime heureux déjà. On s'estime heureux. Par contre, le statut de bailleur privé, je ne suis pas dans ce lobby-là, par contre, pour le coup, j'avoue, et je ne connais personne qui est dedans. J'espère que ça sera mieux. J'espère pour tout le monde que ça sera mieux. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai essayé de respecter mon timing de 1 heure, on y est 59, je suis pile dans les temps. Vous aurez la vidéo, bien sûr, la rediffusion, et vous aurez les slides, bien sûr, aussi. J'espère juste que le son sera bon, parce que la dernière fois, c'était pas bon. Donc, il y avait l'image, mais il n'y avait pas le son. Il y avait la retranscription. Donc, Philippe va vous l'envoyer après la réunion, ainsi que les slides. Et maintenant, on est déjà le 21 novembre. Je vous donne rendez-vous avant les vacances de Noël, parce que ça aura bien avancé. On sera reparti à la haine. On aura déjà eu possiblement la commission paritaire mixte, s'ils ne se mettent pas d'accord, ce qui est fort à parier, hein, d'ailleurs. Donc, je vous propose de faire la prochaine réunion avant les vacances de Noël. Donc, ça sera vraisemblablement le dernier vendredi de la 2e semaine du mois de décembre, les vacances scolaires étant le 20. Je vous donne rendez-vous le 19. Voilà, le 19, pour vous faire un dernier update de ce PLF avant qu'il devienne une LSF, donc une loi sur les finances. Et là, on passera plus de temps, ça sera au mois de janvier, une fois que ça sera voté, et je vous redescendrai les mesures à la fois patrimoniales et à la fois professionnelles pour ceux que ça intéresse, pour les dirigeants. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bel après-midi à tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci Thomas.